On est parti pour le premier point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, lundi 10 mai 2021. Et au programme du lourd, de la news intéressante. On commencera par les prix, comme d'hab. GPU, CPU, RAM et SSD. A noter que cette semaine encore, on n'a pas le top Steam, étrange. Euh, c'est pas grave, mais voilà, je l'ai pas vu passer. Euh, on aura par contre Thermaltake qui veut faire de la concurrence au Computex et lance un événement au même moment. En plus, à l'heure des événements virtuels, et on est sur de la vraie concurrence parce que tout est accessible depuis Internet et du coup, ça peut se superposer de temps en temps. On va parler un petit peu du Dogecoin. Donc voilà, hein, les gens qui connaissent un peu la crypto-monnaie ils vont savoir ce que je vais dire, mais les autres, écoutez, hein, c'est intéressant. Je ne suis pas du tout un expert, mais j'ai quelques bases au moins sur le Dogecoin. Et voilà, hein, c'est vraiment c'est spécial. C'est vraiment spécial ne pas comparer du Dogecoin et du, euh, du Bitcoin, de l'Ethereum ou potentiellement dans le futur du Chia. C'est pas du tout les mêmes idées. Donc il faut quand même dire les choses. Ça peut fâcher un peu, mais il faut dire les choses. On parlera ensuite de Starlink qui est enfin disponible en France de manière un peu en bêta. Voilà, ça a l'air un peu flou encore cette histoire. Mais pour certains, ça va être disponible. Et pour certains, ça l'est même depuis le week-end dernier. Alors après, à voir. Il y a une histoire de matériel, tout ça. On va regarder ça un peu. Moi, j'avoue que j'ai pas toutes les réponses. Mais il y avait déjà à payer pour la précommande. Et là, en plus, il va falloir repayer. Donc au final, je sais pas trop à combien ça revient l'adhésion à ce genre de service. Mais c'est quand même relativement cher, surtout comparé aux autres méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les lignes cuivrées ou la fibre optique. On est quand même sur des installations un peu plus coûteuses. On va parler très rapidement du marché des semi-conducteurs pour 2021 et on a des analystes qui ont déjà prédit la facture de ce marché et c'est juste incroyable alors qu'il y a pénurie. Ça va faire de l'argent quand même, hein, vous voyez. Vous verrez, les analystes, ils sont plutôt chauds. Notre gros morceau du jour, ça va être ce fameux procès entre Apple et Epic Games. Je vais vous donner quelques points clés pour comprendre, pour remettre un peu de contexte et comprendre l'intérêt du procès, en tout cas pour Epic, et comment Epic attaque, comment Apple se défend, et aussi pourquoi ça fait apparaître plein de rumeurs et d'informations un peu. Il y a des trucs qui sont vrais, il y a des trucs c'est des rumeurs, mais il y a vraiment des infos qui sont livrées parce que c'est un procès et que certaines grosses boîtes sont un peu obligées de donner des infos parce que c'est la justice qui le demande et qu'ils n'ont pas d'autres moyens, surtout quand on parle d'entreprises américaines et de justice américaine en direct, c'est plus simple, plutôt si justice américaine a forcément moins d'impact en dehors de son pays, mais là souvent les grosses boîtes du numérique c'est américain, donc ils peuvent directement aller exiger des informations. Du coup, ça parle de beaucoup de choses, ça met beaucoup de monde dans les news actuellement, forcément Apple et Epic, mais aussi d'autres gros groupes tels que Microsoft, Sony, Nintendo, plein de gens qui sont obligés d'avoir des informations qui fuitent comme ça. Alors d'une façon ou d'une autre, hein, Nintendo c'est pas par Nintendo directement, mais c'est par des accords qu'ils auraient pu passer avec d'autres entreprises. Du coup, c'est plutôt intéressant pour nous. Après, je sais pas trop où ça va aboutir cette histoire, mais pour nous, c'est plutôt intéressant.
On parlera ensuite d'un projet participatif, on en avait déjà parlé, c'est une console qui ressemble un peu à une PSP avec un Windows dessus, qui devait sortir et au final, voilà, un peu, j'imagine, par dépit, passe en projet participatif. J'avoue que moi je suis pas hyper hypé, mais c'est différent, c'est pas innovant, c'est différent et en vrai peut-être qu'il y a un monde où c'est intéressant. On va parler un petit peu de SSD et de durée de vie avec des gens qui ont essayé de miner du Chia avec un SSD très standard, petite capacité. Ça s'est pas bien passé. On va parler de RAM ultra haut de gamme avec des débits de ouf en DDR4, mais des prix de ouf aussi. Franchement, j'ai été juste choqué par les prix. Je vous le dis tout de suite. On parlera d'Intel, de processeurs Intel 12e génération avec un potentiel lancement cette année. On les attend à ceux-là, parce qu'il faut se rattraper. Et si c'est cette année, ça nous va plutôt bien, parce qu'il faut se rattraper. On finira avec les cartes graphiques et une toute petite news sur un écran chelou à la fin. Carte graphique, pas grand chose d'intéressant hein, comme d'hab, mais quelques news, une petite réduction de ce qu'attendait AMD sur leur future génération de cartes graphiques. On nous annonçait 3 fois plus puissant, visiblement non, dommage. En même temps, 3 fois plus puissant, c'était incroyable. Hein. Les nouvelles cartes Nvidia bridées avec du coup les nouveaux processeurs bridés qui débarqueraient. Mais encore une fois, l'info est à prendre avec des pincettes parce que normalement on n'est pas censé savoir, on n'est pas censé avoir la possibilité de savoir quel truc, quel modèle de puce est à l'intérieur. Du coup, je sais pas. Je sais pas comment ils peuvent savoir. Bref. On verra ça à la fin. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec les prix. Les prix et toujours hein, le premier, celui qui fait toujours mal, même si aujourd'hui, enfin cette semaine, pas de changement. Et ça c'est pas mal. Ça veut dire pas de hausse, mais pas de baisse non plus. De toute façon, la disponibilité est toujours aussi problématique et les prix toujours plutôt hauts. Donc il y a un moment, il faut aussi arrêter d'augmenter. À un moment, on peut plus augmenter à l'infini et peut-être qu'on en est arrivé là, tant mieux. En tout cas, la disponibilité fait toujours défaut et c'est le plus important sur le marché des cartes graphiques. On continue avec les processeurs. Les processeurs, on a plus de changements, même beaucoup plus de changements. On a d'abord pas mal de baisses, et oui, vraiment pas mal de baisses, notamment chez Intel, qui plutôt agréable cette semaine en termes de prix. On a le i5 10400F qui passe de 150 à 137, donc plutôt une bonne remise. On a aussi le i9 10900K qui perd 25 € et qui se retrouve à 475 €. Donc ça c'est aussi plutôt pas mal, sachant que le i9 10900K n'est pas reproduit tel quel en amélioré sur cette 11e génération. Donc il peut toujours être très intéressant, ça reste le processeur Intel avec 10 cœurs le plus récent, voilà, hein, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa. On a aussi le i5 dernière génération, donc 11e, qui fait moins 15 € et qui se retrouve à 285 €. Donc forcément les i5 11e, ils sont pas si mal. Ils sont pas si mal, juste ils sont un peu chers, mais ça commence à baisser. 285, ça commence à être un peu plus accessible, c'est mieux. On a aussi le i7 dernière génération qui perd 15 € et qui se retrouve à 420. Voilà, donc si vous voulez acheter de la 11e génération Intel, ça baisse, alors que ça vient juste de sortir. Et on a même le i9 11e génération qui baisse aussi, qui perd 30 € et qui se retrouve à 670. Ça reste très cher. Ça reste très cher pour un processeur qui a seulement 8 cœurs. Voilà, hein, je sais pas si je peux vous le conseiller celui-là, mais en tout cas, il baisse.
et c'est déjà pas mal. Ensuite, on a aussi des baisses chez AMD. On a le Ryzen 5 dernière génération, le 5600X, qui passe de 350 à 334. Donc voilà, c'est quand même une vraie baisse, même si les Ryzen 5000 sont toujours plutôt chers. Et on a le Ryzen 9 5900X qui est au moins cher à 630 euros. Voilà, encore une fois, on parle de monstres, on parle d'un processeur avec 12 cœurs. Vous voyez, hein, vous pouvez vous comparer. Ce Ryzen 9 5900X, il a 12 cœurs, du coup. Il coûte 630 euros. Le Intel i9 11900K, lui, coûte plus cher, 670, et il a seulement 8 cœurs. Alors, les cœurs font pas tout, mais déjà, en termes de potentiel multitâche, vous imaginez qu'avec 12, on peut aller plus loin. Donc plus, si vous voulez mettre plus de 600 euros dans votre processeur, plus ce Ryzen 9 5900X que le i9 11900K, si vous avez vraiment besoin d'aller chercher de la performance en multitâche, ça va être ça va être ça, hein. Ça va être ça ce sera mieux. Par contre, si vous allez chercher des records d'overclocking, et bah visiblement le i9 11e génération est meilleur. Voilà. Donc chacun ses avantages. On passe aux hausses, parce qu'on a aussi des hausses, mais seulement chez AMD. On a le Ryzen 7 3700X qui parfois est un prix très intéressant, parfois un peu moins. Et bah, grosse augmentation, hein, il refole à nouveau les 300 euros avec 293. Il était un peu au-dessus de 250 il y a peu. Donc ça, c'est dommage. Sur un processeur qui est très attractif en termes de performance-prix, clairement. Sinon, on a aussi le Ryzen 9 3900X qui prend 10 euros et qui se retrouve à 450. Ça reste correct, hein, pour un processeur qui est encore une fois très performant, qui reste très performant même s'il n'est pas dernière génération. Et on a le 3950X qui passe de 749 à 774. Donc voilà, hein, ceux-là ils sont très chers, ils sont encore différents, un 16 cœurs, donc encore une autre histoire. Pareil pour le Ryzen 9 5950X qui est le monstre dernière génération. Lui aussi, grosse augmentation, mais encore une fois, il est un peu seul sur son secteur. Il passe de 800 à 863, voilà, une grosse augmentation pour ce processeur qui vaut plus de 800 euros. Encore une fois, c'est vraiment pas destiné à beaucoup de monde d'avoir ce genre de processeur, mais ceux qui ont besoin, dommage, en ce moment, ils augmentent. Et encore une fois, peut-être que le fait qu'ils soient un peu seuls sur leur segment, ça n'améliore pas les choses. On passe au prix de la RAM et toujours un peu peur, hein, quand on aborde les prix de la RAM après avoir eu plusieurs fois des alertes disant que la RAM allait augmenter globalement de prix pour tout le monde et au niveau mondial. Chez nous, ça va encore, on n'a pas eu dans d'autres pays, ça a déjà augmenté. Chez nous, pour l'instant, ça va, c'est encore correct. On a une seule augmentation, une augmentation significative tout de même, sur un kit Corsair de 2 x 8 Go à 3200 MHz, qui passe de 80 à 97. Donc une vraie augmentation tout de même, à noter. Par contre, c'est le seul. Faut voir, hein, mais c'est pas, il n'y a aucune baisse. C'est pas la folie. On espère juste que ça augmente pas. S'il y a des baisses, c'est cool, hein. Mais honnêtement, j'espère juste que ça va pas augmenter. Et c'est pas super bien parti pour l'instant. On finit avec le prix des SSD et quelques hausses. Même si pareil, hein, on peut avoir peur sur l'univers des supports de stockage. Visiblement un peu plus du côté des disques durs que des SSD, et on y reviendra après. Mais ici, pas d'affolement. On a eu très longtemps des prix incroyablement bas. Ici, on a quelques hausses, mais rien de bien méchant. On a une hausse de 5 euros sur un modèle
SATA de 480 Go, une hausse de 2 € sur un modèle SATA de 500 Go. Vraiment rien d'incroyable. Et on a un Samsung qui prend 5 € aussi, un Samsung de 1 Tera. Donc c'est petite hausse, tranquille, hein, rien d'alarmant. On a une plus grosse hausse, mais sur un truc qui est beaucoup plus premium, beaucoup plus dernière génération et tout. Donc c'est un peu différent. Un SSD PCI Express 4.0 2 Tera qui passe de 350 à 380. Oui, c'est une vraie augmentation, mais voilà, dernière génération, donc pas trop grave. Ça donne pas vraiment une idée de où peut aller le marché. C'est le genre de truc qui fluctue souvent. Et sinon, on a une baisse qui est cette baisse, elle est sur le Corsair Force MP600 de 2 Tera, ce qui est un SSD NVMe de la marque Corsair, qui la semaine dernière avait augmenté massivement jusqu'à 434 €. Et cette semaine, il baisse massivement jusqu'à plus bas que son prix avant augmentation. Donc ce genre d'augmentation pour avoir une baisse plus importante la semaine suivante, pourquoi pas, hein, si derrière on maintient ce prix bas, plutôt sympa. Encore une fois, on est sur du segment haut de gamme, dernière génération. Donc c'est normal qu'on ait ce genre de prix, même si ça peut paraître aberrant pour 2 Tera de stockage. On est sur genre de SSD que peu de gens achètent, mais souvent les gens qui ont ce genre de besoin, ils sont prêts à mettre assez d'argent pour qu'ils aient l'appareil qui fasse le boulot. C'est-à-dire grosse quantité de stockage plus débit important. Et ça coûte cher. On en a fini avec les prix et on passe à une petite annonce de Thermaltake qui veut voler la vedette et la lumière au Computex. Non, en vrai, je pense pas. Je pense que justement, ils essayent de profiter de cet événement pour récupérer un peu de spectateurs. Mais en tout cas, ils ont annoncé faire un petit truc à eux, des petites conférences. En vrai, on sait pas trop exactement comment ça va se produire tout ça, mais vous avez le programme ici, programme qui nous donne pas beaucoup d'informations malheureusement. Ça se déroulera du 1er au 4 juin, du coup en même temps que le Computex qui lui s'étend sur une plus longue période. J'ai pas les dates, donc je veux pas dire de bêtises. Thermaltake qui nous présente régulièrement pas mal de choses en vrai. On les connaît d'abord pour le refroidissement, bien sûr, mais, mais ils ont su s'étendre un peu, donc à voir ce qu'ils vont nous présenter. C'est toujours cool d'avoir des nouveaux produits. On a du temps pour s'y préparer et moi j'espère juste un truc, c'est que tout sera une surprise. Qu'on n'aura pas toutes les infos avant que ça commence. Moi je trouve que ça enlève, même si tout ça est à distance et tout, bah, j'aime bien être surpris lors d'une conférence et pas juste regarder une conférence qui me détaille ou me donne un peu plus de caractéristiques sur des trucs qui m'ont été présentés les semaines précédentes. On continue avec le Dogecoin. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire et m'a rendu un peu triste ce week-end parce que voilà, hein, il y a eu des mésententes entre les gens et certains ont compris que le Dogecoin était un investissement viable et au même titre que peut l'être du Bitcoin ou autre monnaie, crypto-monnaie de genre, du genre Ethereum, machin. Et ont investi en pensant que c'était un vrai investissement, machin. C'est une blague. C'est une blague le Dogecoin et ça s'est effondré après, voilà, après un sketch d'Elon Musk au Saturday Night Live qui a
qui a dit que c'était une arnaque. De toute façon, c'est une blague, à la base, c'est une blague. Arrêtez de... Il ne faut pas... genre, c'est- ce n'est pas quelque chose basé sur quelque chose d'intelligent, de régulé, machin, hein. C'est quelque chose de totalement fictif et fait pour troll, à la base. Et moi, je suis vraiment pas un expert en crypto-monnaie, mais je sais que c'est du troll, le Dogecoin. Je le sais. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Vous pouvez troll dessus si vous voulez, mais n'investissez pas l'argent, vos économies d'une vie là-dessus. Ce n'est pas une bonne idée. Ça peut clairement s'effondrer. C'est c'est une monnaie qui peut être minée à l'infini et il faut qu'il y ait des achats et des ventes pour que ça ne se dévalorise pas. Donc c'est quand même un truc un peu chelou et à la base c'est un troll, c'est une blague. Donc faites attention, oui ça va fluctuer et oui ça peut fluctuer de façon indécente. Donc, à vos risques et périls, hein, mais faites attention. Moi j'ai vu des trucs ce week-end sur Twitter avec des gens qui lâchaient des insultes à des mamans. Aïe aïe aïe, hein, parce qu'ils avaient suivi un tel ou un tel qui parlait du Dogecoin. Faites attention, renseignez-vous avant. Encore une fois, je ne suis pas expert et du coup ne vous renseignez surtout pas auprès de moi parce que j'y connais pas grand-chose. Renseignez-vous auprès des experts, hein. Il y en a plein et il y a sûrement ils sont peut-être pas tous de bonne foi, mais il y en a de bonne foi et qui vous expliqueront et qui ne seront pas des genres de gourous. Donc apprenez et, et ne faites pas n'importe quoi, c'est important. Et encore une fois, le Dogecoin, c'est même si voilà, hein, il y a des personnalités qui en font la pub, notamment Elon Musk. Ça peut, d'ailleurs, ça peut, voilà, hein, ça peut ne pas plaire à certains, hein. Clairement, c'est quelque chose, c'est assez spécial, on va dire. Mais ça reste à la base une blague et un troll. Euh, Elon Musk lui-même déclare que, enfin, dit que c'est une arnaque. C'est pas, même si en ce moment ça fait de la pub, tout ça, je comprends bien, hein, je comprends bien. Ils ont même dit qu'ils allaient envoyer un satellite grâce au Dogecoin. Je ne sais pas, on n'a pas les dessous exacts de l'affaire. Peut-être qu'ils le font, peut-être pas, j'en sais rien. Mais ne prenez pas ça comme un investissement sûr. Déjà, la crypto-monnaie en général, ça reste quand même un, un jeu de casino, hein. On peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre beaucoup, c'est possible. Donc il faut faire attention, il faut maîtriser le système et les codes. Et, euh, et encore une fois, le Dogecoin est à part et ça a vraiment été inventé comme un troll, quoi. Donc c'était pour se moquer. Et c'est quelque chose qui n'est pas géré, hein. C'est quelque chose qui a été fait et maintenant, je sais pas, je vous avoue que je sais pas exactement comment ça marche parce qu'encore une fois, je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, mais, c'est une blague. Donc faites attention avec les crypto-monnaies. Je sais que ça fait très envie et je comprends bien, très bien, mais le Dogecoin, pas sûr. Allez, on finit avec les blagues. On passe à Starlink qui est disponible en France. Ça, c'est assez fou. Assez fou déjà, ça avait été annoncé cette année, mais c'est déjà le cas visiblement depuis ce week-end. Mais c'est encore en test. C'est encore version de test. On nous dit déjà euh, que c'est opérationnel depuis ce week-end, qu'on on nous promet un débit entre 50 et 150 mégas. Donc ok, ça c'est plutôt correct pour du satellite. Une latence réduite par rapport à ses concurrents, ça c'est très marketing. Euh, on nous informe aussi que premier arrivé, premier servi. On avait déjà parlé du fait que voilà, on ne pouvait pas avoir un nombre de personnes illimité et,
Et même à l'avenir, hein, ce sera pas possible. Et en plus là, on n'a pas tous les satellites, donc forcément, premier arrivé, premier servi, ça ok, si vous voulez. Mais surtout qu'on peut avoir des interruptions. Des interruptions du genre vraiment plus du tout de réseau, plus d'internet pendant, on nous dit de brèves périodes sans connectivité du tout. Alors de brèves périodes, ça veut tout et rien dire. Moi je retiens juste qu'il y a des moments où tu peux avoir zéro réseau, tout de même, ce qui est quand même problématique, même si c'est un test pour l'instant, c'est à noter. Du coup, on espère que ce ne sera plus le cas une fois que ce sera officiellement lancé de manière plus en test. Et le dernier point que je me posais, c'est sur le prix. On avait vu dans un premier temps qu'il fallait précommander, enfin qu'on pouvait précommander la chose pour 99 $. Mais du coup, on précommandait quoi? Je ne sais pas. Et deuxième point, c'est que du coup, eh ben, il y a du matériel qu'il faut payer. Ça, j'avoue que je pensais que c'était. Je me suis pas trop posé la question, mais je me suis dit comme ça, innocemment, que c'était loué ou ce genre de truc comme une box internet peut l'être. Mais là, il faut quand même une parabole et on dit que le matériel coûte quand même 500 € plus 59 € pour la livraison et 99 € d'abonnement par mois. Du coup, la précommande, ça se trouve, c'était genre déjà commencer à souscrire l'abonnement alors qu'on n'avait pas accès au service. Si c'est le cas, c'est cher. Bref, ça fait quand même une sacrée installation. Euh, Pareil, 99 € d'abonnement par mois, c'est plutôt cher. D'un autre côté, si vous faites équiper pour ça, c'est que vous n'avez pas trop d'autres moyens. Donc voilà, ça peut être une alternative. Ça reste pas du tout accessible, clairement, qu'on se le dise. À savoir que il y a déjà des opérateurs d'internet par satellite comme Neosat, filiale d'Orange, euh, chez qui ça coûte moins cher. Après avoir au niveau aussi du réseau, hein, du débit, latence, c'est aussi ça qui est important. L'internet par satellite, c'est pas nouveau. Clairement, c'est pas nouveau, hein. C'est juste que jusqu'à maintenant, en termes de performance, c'était quand même vachement moyen. Et Starlink a assuré qu'il ferait mieux que tout le monde et qu'ils seraient les meilleurs. Du coup, on attend avec impatience qu'il y ait les premiers retours des gens équipés et avoir un suivi un peu sur, je sais pas, sur une semaine. Déjà, combien il y a eu de moments de brèves coupures, de brèves coupures, ça c'est intéressant. Et sinon, en termes de qualité du débit dans le temps, parce que c'est aussi ça qui peut être problématique, avoir des vraies grosses fluctuations. Et ce serait assez moyen. Sinon, s'il y a des grosses fluctuations, ça perd un peu de l'intérêt. Et on est loin de la promesse des hauts débits et faibles latences de Starlink à la base. Donc on verra. On verra les retours. Mais en tout cas, visiblement, c'est disponible si vous êtes prêt à payer plutôt cher. On continue vite fait avec le marché des semi-conducteurs, donc les puces. Les puces qu'il y a maintenant partout. On a des puces partout. Bah ouais, il y a de l'électronique partout, de l'intelligence dans tout, des objets connectés partout. Et donc pour tout ça, il faut forcément des puces. Ce marché qui est en crise, en pénurie, en ce que vous voulez, et qui pose des problèmes à plein d'industries et de secteurs, pas que l'informatique, hein, mais par exemple l'automobile, ils sont en train d'avoir peur et arrêter des lignes de prod, ça coûte cher, donc croyez-moi, ils ont des raisons d'avoir peur. On nous annonce 522 milliards de dollars. Franchement, c'est énorme pour 2021. Une hausse de 12,5%, un truc comme ça. Non, même un peu plus, je crois. Attendez, j'ai perdu. Si, 12,5% par rapport à 2020, où on était déjà à 464 milliards de dollars, tout en étant en pénurie partielle sur certains composants, c'est vrai, et mais aussi en flux, en flux tendu sur beaucoup de lignes de prod parce que tout le monde en a besoin. Donc, avec l'avènement du télétravail en plus, avec
l'attrait toujours plus grand pour le public pour les objets connectés, trucs intelligents, tout ça, bah oui, on va devoir en faire toujours plus et forcément ça va générer toujours plus d'argent. Ça représente quand même tellement 521 milliards que c'est difficile de se rendre compte, mais, euh, mais voilà, hein, et en plus c'est réparti entre pas tant d'acteurs que ça en réalité. C'est aussi ça qu'il faut se rendre compte, hein. On a des très gros qui absorbent une grosse partie du pactole. On présente souvent TSMC, hein. TSMC est quand même un des grands leaders, notamment dans les trucs de dernière génération jusqu'à maintenant. Donc, voilà, hein, on dit que TSMC a des années d'avance et des milliards d'avance, mais ils, voilà, ils ont aussi cet apport financier qui leur permet d'investir toujours plus dans la recherche et de se maintenir en avance. Et ça va être ça, plus la, le type de technologie et est-ce que vous êtes dans les technologies de dernière génération et la capacité à produire en masse qui va compter dans le futur. Donc c'est assez important et vu les sommes en jeu, c'est pas étonnant que beaucoup d'États ou de groupements d'États aient envie de récupérer une partie de la prod chez eux. Petite pensée à peu près tout le monde en ce moment, à part Taïwan et la Corée du Sud qui, eux, sont plutôt très bien. On enchaîne avec une grosse histoire, ce fameux procès entre Apple et Epic. Ça fait déjà quelques temps qu'il a été ouvert, une semaine, quelques temps, une semaine, pas si long que ça, mais j'ai l'impression d'avoir lu et vu tellement de trucs à ce propos que j'ai l'impression que ça fait plus, mais non, seulement une semaine. Ça s'est ouvert le 3 mai et on va mettre au clair quelques points sur ce fameux procès qui fait tant parler et qui fait s'affronter deux géants. Même si je vous avoue que moi j'ai un peu du mal à mettre à la même échelle Apple et Epic Games. Non pas que Epic Games soit pas un géant, mais juste pour moi il n'est pas de la taille de Apple. Bref, c'est une autre histoire. Euh, on y va, on commence. Qu'est-ce qui est la genèse de ce procès? C'est, vous avez sûrement entendu parler, c'est Fortnite retiré de l'App Store. Et là, scandale, ce que vous savez peut-être pas, c'est pourquoi Fortnite a été retiré de l'App Store et aussi d'ailleurs du Play Store. À noter, hein. Pourtant Epic n'est pas en guerre contre Google, mais seulement contre Apple. Euh, mais à ce moment-là, Fortnite mobile s'est fait ban des plateformes Play Store et App Store parce qu'ils avaient seulement triché. Et en vrai, ils le savaient. C'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est important. Ils le savaient, ils ont outrepassé leurs droits sur ces plateformes, c'est-à-dire qu'ils ont fait un moyen pour faire des microtransactions sans passer par les plateformes, donc que tout l'argent leur revienne, ce qui n'est pas possible sur les plateformes de vente mobile comme l'App Store et le Play Store. Du coup, vu que ça c'était contre les conditions pour être sur les plateformes, Fortnite a été banni, ce qui est normal. Au final, c'était contre les contrats qu'ils avaient signés. Donc les plateformes avaient totalement le droit de décider de les ban comme ça du jour au lendemain, au final. Mais vous imaginez bien que ça s'est pas arrêté là, vu qu'on est en procès aujourd'hui. L'histoire, c'est que derrière, il y a eu l'histoire de marge, de commission sur les plateformes comme sur toutes les plateformes. Ne rêvez pas, toutes les plateformes font la même. Toutes les plateformes prennent une commission, c'est sûr, c'est évident, comme le supermarché prend une marge sur les produits qu'il a
acheter à un grossiste ou directement à un producteur. C'est la base des affaires. Ils font office d'intermédiaire, en gros. Donc, ils prennent une commission. L'histoire, c'est que la commission, elle est quand même de 30%. 30%, c'est beaucoup. On sera tous d'accord là-dessus. L'histoire aussi, c'est que 30%, c'est quelque chose d'assez récurrent en termes de commission sur les plateformes. Sur beaucoup de plateformes, hein, pas que les plateformes d'applications mobiles, aussi parfois sur des plateformes de jeux ou des boutiques de consoles. On y reviendra plus tard. Aujourd'hui, enfin, il s'est ouvert un procès où Apple est sur le banc des accusés. Banc des accusés, pourquoi alors que, attention, hein, je prends pas parti, mais pourquoi ils sont accusés alors qu'au final ils ont banni Fortnite après qu'ils aient fait quelque chose de contre dont ils n'avaient pas le droit. En gros, ils sont accusés forcément d'avoir cette commission de 30% et, ça plaît pas, même si encore une fois, c'est pas les seuls, et c'est aussi pour ça qu'ils sont accusés, c'est parce que en plus d'avoir cette commission de 30%, ils sont un peu dans un cas particulier. Ils sont un peu tout seuls. Ils ont cet App Store où Epic les accuse d'imposer des restrictions déraisonnables sur l'App Store. En gros, de maîtriser totalement l'App Store sans forcément, voilà, un peu parfois au cas par cas, sans avoir de raison logique. Parfois faire un peu du favoritisme, en gros c'est ça. Et aussi d'avoir une situation de monopole, là où sur les iPhones, enfin sur tout l'écosystème iOS, effectivement, si vous voulez une application, et il faut passer par l'App Store, pas le choix. Seul autre moyen, et c'est quand même très compliqué, c'est de faire un compte développeur et de faire votre application vous-même. Quand même très compliqué. Et dans ces cas-là, il pourrait être sur votre téléphone, mais vous n'aurez pas le droit de le mettre sur l'App Store. Il faudra qu'il passe une validation dans tous les cas. YoKitCache, t'arrives au bon moment. Tu vas voir, c'est intéressant. Du coup, effectivement, sur iOS et iPadOS. iPadOS, ça existe? Ou alors c'est un iOS différent? Je ne sais pas. En tout cas, sur iPhone et iPad, si vous voulez une application ou un jeu, vous êtes obligé de passer par l'App Store. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez aucun autre moyen. Vous ne pouvez pas aller sur un site internet et télécharger une application comme ça, c'est possible sur un Android. C'est totalement verrouillé et effectivement, Apple approuve ou désapprouve l'ajout des applications ou des jeux sur son store. Du coup, on en arrive sur comment on va jouer est peut-être pas le bon mot, mais va faire Epic sur iPhone. Pour bypass, il faut jailbreaker son téléphone, je crois. J'avoue que pareil, je connais pas trop grand chose, mais je crois qu'à la base il n'y a pas de. Après oui, il y a toujours des moyens, mais en tout cas rien. Tout est fait pour que ça soit pas possible. Tout est fait pour que ça soit pas possible. Après, il y a toujours des moyens détournés. Il y a toujours des moyens détournés hein, dans tous les cas. Il y a toujours des trucs, des moyens d'arriver à ses fins. Mais toujours un peu. C'est clairement tout est fait pour que ça n'arrive pas. S'ils s'en rendent compte, t'as les garanties qui sautent et tout. Enfin, en tout cas, pour eux, ce n'est pas possible et ça ne doit pas arriver dans la tête d'Apple. Du coup, Epic, leur plan d'attaque, on va l'appeler comme ça, il se déroule en plusieurs points. Premier point, voilà, dire que Apple a intentionnellement fermé son système pour que tout passe par eux, pour que
pour qu'il soit en position de maîtrise 100% et du coup de pouvoir accepter ou refuser n'importe qui sans avoir à se justifier. C'est un des points sur lequel Epic va appuyer et peut-être l'un des points les plus simples à mettre en lumière. Effectivement, Apple le fait et il s'en cache quand même qu'à moitié, hein, clairement. Mais bon. Sinon, ils expliquent qu'il n'y a pas, en gros, qu'il n'y a pas d'alternative. Effectivement, les seules alternatives, c'est passer par Safari. C'est le seul moyen d'être présent sur iOS sans être approuvé par Apple. Sauf que forcément, vous connaissez Apple, ils ont intentionnellement laissé cette porte-là tout en faisant en sorte de ne pas forcément améliorer les expériences possibles grâce à Safari, notamment en ne mettant pas de compatibilité directement avec les manettes, ce genre de trucs. Tout plein d'histoires où, encore une fois, c'est pas encouragé, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est pas encouragé et on fait en sorte que ça soit pas la meilleure des expériences. Et aussi, cette histoire un peu de passe-droit, de favoritisme, où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne chez Apple. On l'avait vu précédemment, notamment avec, par exemple, Shadow, qui avait été obligé de sauter parce que Microsoft avait dit nous, on fait un truc qui est dans le genre de Shadow, mais on n'a pas le droit d'être sur votre store d'application. Mais Shadow, ils ont le droit, du coup, on n'est pas content et on veut que vous retiriez Shadow. En gros, c'était ça. Et du coup, Shadow avait sauté, même s'ils avaient été réajoutés derrière, puis revirés, puis réajoutés. Euh, visiblement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et c'est vrai, on s'en rend compte au final. Voilà, Shadow est passé, alors qu'en théorie, pas totalement en adéquation avec ce que veut, euh, ce que veut Apple à la base. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Netflix qui est aussi bien présent, qui d'ailleurs a été longuement courtisé par Apple avant que Apple lance son propre service de streaming, en essayant de récupérer encore une fois une commission sur les abonnements des gens chez Netflix. Netflix n'était pas très chaud et déjà assez gros pour dire non non à Apple. Heureusement pour eux, sinon ils auraient été probablement mangés. Euh, du coup, on a tous ces exemples euh, qui vont aider Epic à montrer qu'effectivement tout n'est pas toujours juste. Et le dernier point, c'est ils veulent montrer que sur macOS, c'est différent. Et on est toujours chez Apple. C'est ça aussi qu'ils veulent montrer. C'est que Apple n'a pas le même discours suivant ses périphériques et ses OS. Et que pour certains, il est très à cheval et pour d'autres, beaucoup moins. Sur macOS, vous pouvez installer l'application que vous voulez. Vous n'êtes pas. J'imagine que. J'avoue que j'ai pas de Mac, mais. Enfin, c'est pas j'imagine, il y a un équivalent à l'App Store, machin, mais c'est pas le seul et l'unique. Et d'autres magasins d'applications de jeux existent. Du coup, Apple fait aussi des systèmes plus ouverts. Donc pourquoi pas le système iOS. Côté Apple, bien sûr, on va jouer toujours. Apple, il joue quasiment toujours les mêmes cartes. En vrai, euh, ils ont des bases solides et ils les ressortent à chaque fois, donc ils n'ont pas vraiment tort. Et ça reste assez facile de se défendre avec ce genre d'argument. Déjà, ils vont commencer par la classique, dire oui, effectivement, on vérifie toutes les applications et tous les jeux sur notre système, mais en contrepartie, on évite qu'aucun contenu ni néfaste de quelque manière que ce soit pour un jeune public ou moins jeune, et tout autre type de malware ou virus ou truc de surveillance, du coup, et bah, ça les écarte de nos stores. Et d'un autre côté, c'est pas totalement faux, attention, pas totalement.
c'est vrai qu'ils effectuent aussi une surveillance et voilà, un blocage de certains trucs qui peuvent être limites, qui peuvent être touchy ou qui n'ont parfois juste pas du tout leur place sur un magasin d'applications grand public. Euh, donc on a des trucs comme ça aussi. Autre petit point, il y a des trucs gratuits sur lesquels on touche zéro argent. Alors ça c'est comme s'ils étaient grands princes pour ça, mais voilà, ils vont le mettre en avant. Et je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça va marcher de dire il y a aussi des applications gratuites. C'est pas tant que ça un honneur de d'être sur l'App Store, hein, mais ok. Euh, et dans un second temps, ils vont montrer que bah, Epic Games veut juste faire plus d'argent en fait. C'est juste ça leurs propos au final, et qu'ils sont en train de demander qu'Apple baisse sa commission juste pour qu'ils puissent faire plus d'argent, alors que eux font de l'argent grâce à des commissions aussi sur leur plateforme, même si on sait maintenant que c'est très peu, malheureusement pour eux, et que c'est Fortnite qui les, qui les pousse en avant. Et deuxième point, qu'ils ont un peu manigancé tout ça, parce que en faisant leur mise à jour qui les mettait en dehors des clous, et ben ils savaient très bien qu'ils allaient se faire ban des plateformes parce que ça allait contre les conditions d'utilisation des plateformes. Donc oui, ils allaient se faire ban, comme si vous mettez un contenu indécent sur YouTube, vous allez au minimum prendre un strike et au pire vous faire ban. C'est la logique des choses, et dire ah bon je savais pas, c'est pas une défense. Euh, du coup, ce qu'ils vont devoir faire, et le truc qu'on n'a pas trop abordé non plus, c'est cette histoire de console. On parle actuellement pas mal de Microsoft avec Xbox et de Sony avec PlayStation par rapport à ce procès. Parce que un des points qu'aimerait mettre en avant Apple, et ça c'est pas gagné, c'est de faire passer leur iPhone comme une console de jeu. Euh, Voilà, pour dire, bah, vous voyez, sur une PlayStation, et bah, vous avez un seul et unique store qui est totalement maîtrisé par Sony ou Microsoft. Et pareil, ils prennent 30%, prennent 30% dessus. Alors pourquoi moi, j'aurais pas le droit de le faire et Sony et Microsoft, ils ont le droit de le faire? Encore faut-il que du coup, les iPhones et les iPads soient déclarés comme console de jeu, ce qui n'est pas gagné. Euh, c'est un des petits points assez marrants. Et aussi le comparatif avec ceux qui ont été traités différemment, du genre xCloud et Netflix. xCloud n'a pas eu le droit, Netflix a son application. Derrière, on a aussi Minecraft et Roblox qui eux aussi ont le droit, alors que voilà, hein, c'est des trucs dans lesquels potentiellement t'as un truc infini, mais enfin ça devient très compliqué, tout le monde veut tout comparer, et tu t'en, quand même t'en viens à comparer et à te poser des questions un peu étranges du genre mon iPhone est-il une console de jeu? Euh, Encore une fois, hein, c'est quelque chose qui va, c'est de la justice, c'est du juridique en plus aux États-Unis où on sait que c'est un peu, il y a un peu une forme de peut-être que spectacle, c'est pas le bon mot, mais d'histoire et de narration autant que, que de loi et de faits. Euh, mais au final, moi je trouve que c'est marrant, on apprend plein de trucs. On a vraiment appris plein de trucs, notamment que Epic était juste financé par Fortnite. Et vraiment, hein, du genre à côté, son moteur de jeu ou même son store qui était déficitaire dans un premier temps et qui rapporte un peu d'argent maintenant, mais vraiment rien à côté de Fortnite. Si demain il n'y a plus Fortnite, Epic Games, la machine à billets, elle s'arrête, hein. C'est fini. Et puis on a aussi
l'histoire l'histoire un peu marrante du genre Sony et le crossplay. Sony qui ne veut pas du crossplay et qui se fait payer. Qui se fait payer pour accepter le crossplay, notamment sur Fortnite. Euh, Ça, c'est aussi une histoire assez marrante où Epic avait malencontreusement activé le crossplay par méga et qui avait dit oups, pardon, on n'a pas fait exprès, c'était tellement facile, c'était tellement juste un bouton qu'on a appuyé sur le mauvais bouton et on a activé le crossplay. Mais en fait, on doit l'enlever parce que Sony veut pas. C'est vraiment, il y a vraiment des trucs assez incroyables. 9 milliards de dollars de Fortnite en 2 ans et 97% de son chiffre d'affaires. Euh, mais du coup, ce qui est important, c'est surtout ne pas prendre Epic Games comme le grand chevalier blanc. Il fait tout ça d'abord dans son intérêt pour d'abord augmenter ses profits et après on verra. Du coup, après, je vous dis pas hein, s'il arrive à faire descendre toutes les commissions sur toutes les plateformes, je suis chaud. Juste, c'est quand même dans son intérêt à la base. Si ça peut nous obtenir des trucs, pourquoi pas? Mais faut pas être fanboy non plus. Faut faire attention. Et du coup, je me suis attardé de ouf là-dessus. Je vais essayer de pas trop traîner sur la fin, histoire que ce soit pas trop long. Ici, ce petit projet qu'on avait déjà vu qui ressemble à une PSP ou une PS Vita, qui s'appelle le One Netbook One X Player. C'est trop long. Ça ressemble à une console, mais c'est un PC. Dedans, on a du processeur Intel mobile et ce qui va avec. Je vous avoue qu'en termes de graphisme, je sais pas, ce sera de la partie graphique intégrée, j'imagine. Bah ouais, ça va être chaud. Euh, et du coup, disponible en plusieurs versions. La version la plus haut de gamme, uniquement en participatif. Donc il faut aller maintenant tout de suite mettre votre argent dedans. C'est plutôt très cher. Honnêtement, je trouve ça très cher. Et je sais pas. Je suis pas méga convaincu par ce type PSP, PS Vita avec un Windows dessus. Mais peut-être que je me trompe. Je pense que ce genre de console, en théorie, pourquoi pas. Mais il faut que ça soit bien fait, bien fini. Et là, on peut peut-être manquer un peu de capacité de prod et d'avoir un objet vraiment bien fini. Un peu. Mais allez-y, hein, si ça vous tente, c'est quand même un beau projet à financer si ça vous tente. L'idée est bonne. On continue avec un SSD qui a été utilisé pour miner du Chia et qui est mort au bout de 40 jours. SSD de 256 Go, classique, hein, celui que vous pouvez acheter pour tout et n'importe quoi. On apprend aussi que plus on augmente en termes de capacité, plus ça tient. Si on passe sur du 512, on passe à 80 jours et 1 Tera tient 160 jours. Peut-être pour ça que les gens qui y ont investi vraiment dedans se sont tournés plus vers des disques durs haute capacité que vers des SSD. Parce qu'on sait que la durée de vie des SSD, si vous les utilisez en permanence, ça peut vite devenir compliqué. Mais on sait aussi que des entreprises se sont lancées dans des SSD avec des temps de vie, des durées de vie très longues et la capacité d'écrire beaucoup, du genre 100 fois plus que du standard. Du coup, peut-être que va y avoir un intérêt. En tout cas, dans un premier temps, évitez de faire ça avec vos SSD, sinon vous allez les cramer. 40 jours, c'est quand même rapide. Hein. Ça va aller très très vite. De la RAM incroyable, de la RAM ultra haut de gamme. On est chez HyperX, on est à des fréquences jusqu'à 5333 MHz. On parle bien de RAM DDR4, hein, on n'est pas encore sur de la DDR5. En termes de prix, voilà, c'est tout aussi salé. 1245 $ les 2 x 8 Go. Si vous voulez un peu moins cher, on a du 5000 MHz à 870 ou du 5133 à 995. C'est des fréquences de ouf, c'est du ultra haut de gamme, c'est vraiment pour très peu de gens.
Et c'est un prix juste indécent. En plus, ça rime, c'est incroyable. On continue avec la seule news sur les processeurs. C'est en plus des rumeurs sur la 12e génération. Avec en vrai des annonces, voilà, pas grand chose. On apprend quoi? On apprend qu'on passera enfin au 10 nanomètres. Il était temps. Cette fameuse architecture Big Little à base de cœur Golden Cove et Gracemont, qu'on aura du coup jusqu'à 16 cœurs, incroyable, nouveau socket. En termes de mémoire, on nous met DDR4/DDR5. Ça, je sais pas trop comment je dois le voir. Et nouveau chipset, forcément, vu que nouveau socket, tout ça. Et PCI Express 5.0. Ça, c'est marrant parce qu'on a quand même. C'est intéressant, mais on n'a pas vu trop de trucs compatibles PCI Express 5.0. Truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous donne voilà, fin d'année, fin de cette année pour cette 12e génération. Et il y a beaucoup à rattraper. Franchement, je m'éternise pas, mais la 11e, il y a beaucoup à rattraper. On continue et presque la fin. Les cartes graphiques, juste on nous apprend que ces fameuses nouvelles cartes refaites avec un LHR, donc un lower hash rate ou un light hash rate, donc pour brider votre carte pour miner de la crypto-monnaie. Ça débarque sur les 3080 et 3070. On les reconnaît ici parce que les corps modèles finissent par 2. Au lieu que ça soit 300, c'est 302. Au lieu que ça soit 200, c'est 202. Sauf que ces trucs-là, on les a pas quand on achète le produit. Donc je sais pas, je pense qu'il n'y a pas trop de moyens de savoir. Je sais pas si ce sera marqué sur les boîtes. En tout cas, ça peut être un moyen de moins donner envie aux gens de les utiliser pour miner de la crypto-monnaie, mais pas méga convaincu. Et j'espère que ça tiendra déjà. J'espère que ça tiendra. On revient sur une info que nous avait donnée AMD en nous promettant une 6900 XT 3 fois plus puissante que la 6000. J'ai dit quoi? En nous promettant une 7900 XT 3 fois plus puissante que la 6900 XT. Mais en fait, ce sera juste 40% mieux. Décevant. On apprend que visiblement, on s'attendait à plus déjà, j'espère, en nous annonçant 3 fois plus, mais pas tant que ça plus. Mais surtout que ça marche moins bien que avec des processeurs pour en tout cas les cartes graphiques, mettre plusieurs composants, plusieurs puces. Vous voyez ici avec 2 puces. Ça marche moins bien que pour les processeurs qui vont être visiblement tous développés comme ça pour les prochaines générations. Donc moins bien que elles sont pas encore sorties, que on sait déjà qu'elles sont moins bien que ce qu'ils attendaient. C'est dommage. En ce lundi, plein de nouvelles cartes disponibles, toujours à des prix plutôt très élevés. On va de la 1050 Ti à 290 € jusqu'à la 3090 à 3000 €, passant par des 6900 XT, des 6700 XT, des 2060 et des 1660. Toujours des prix ultra élevés. Honnêtement, n'achetez pas de cartes si vous n'en avez pas absolument besoin. Sinon, bon courage et c'est trop cher. Je ferai pas plus niveau stock. Mais vous voyez, il y a beaucoup de trucs. Surtout dans du haut de gamme, on voit que le haut de gamme est plus présent que le reste. Normal, il y a moins de gens qui en achètent. On finit avec cet écran. Quand je vois l'heure, je suis triste. Je ne pourrais pas jouer à Trackmania. On finit avec cet écran du coup de chez Huawei avec une définition et un format ultra chelou. On nous annonce du 3,5. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais 3,5. Moi aussi, du 3,5. Du coup, un format jusque-là juste, juste pas présent dans vos vies. Forcément, qui dit format chelou dit résolution chelou. Donc on arrive sur des résolutions avec du 4500 par 3000 sur une dalle de 32 pouces. J'avoue que j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. J'arrive pas du tout à me le représenter.
Mais c'est quand même quelque chose, sinon en termes de caractéristiques, on est sur quelque chose de sympa, hein. DALI-PS, rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, ça ok. HDR 400 et HDR 10, donc des belles couleurs. Normalement, on n'a clairement aucun visuel. On a la connectique, mais bon, est-ce qu'on s'en... HDMI 2 points et DisplayPort 1.4, yes. On devrait en apprendre plus le 16 mai prochain. J'espère avoir un visuel parce que j'ai vraiment aucune idée de à quoi ça peut ressembler. C'est bizarre, hein. Et sinon, on devrait aussi avoir un petit écran UWQHD, donc Ultra Wide 2K, avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz qui devrait être présenté dans pas trop longtemps. Huawei qui a un truc à jouer, hein, dans les écrans. On sait qu'ils ont quand même le moyen de faire des trucs assez qualitatifs avec des prix assez bas. Donc en termes d'écran, il y a, y a des entrées. Il y a des entrées. Et voilà, on finit là-dessus. C'est vrai que ça a été un peu long aujourd'hui, mais ce gros morceau sur Apple et contre Epic était important. Il fallait que je le fasse au moins une fois. Ça a été un peu long. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Mais voilà, il sera fait. Et maintenant, on pourra juste revenir sur les petits ragots qui sortent par rapport à ce procès et voir la fin, forcément, s'il y a une fin un jour. Euh, je sais pas trop comment ça marche exactement, la justice aux États-Unis. Mais il devrait y avoir une fin un jour. J'espère que vous avez quand même apprécié, même si c'était un peu long. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Promis, ce sera plus court demain. Euh, et enfin, j'espère. Non, mais si, ça sera plus court. Promis. Merci d'avoir regardé et à demain.